Pensez-y. La plante a été enterrée et oubliée pendant des mois, sans eau ni autre soin. Une fois déterrée, il produisait plus de nourriture qu'un lit de jardin entier. Les racines avaient un goût de fruits mielés, même si elles poussaient dans un sol pauvre. Les scientifiques ont découvert plus tard qu'ils nourrissaient les bactéries intestinales au lieu de provoquer des pics de sucre. Dans une étude, il a amélioré le métabolisme sans ajouter de calories. Mais presque personne, en dehors des Andes, n'en a jamais entendu parler. Les agriculteurs l'ont cultivé pendant des siècles jusqu'à ce qu'il disparaisse des marchés. L'agriculture moderne a discrètement remplacé ces cultures par des alternatives fragiles. Cette plante pousse seule, se reproduit toute seule et ne nécessite quasiment pas d'eau. Et une fois planté, il peut nourrir une famille pendant des années sans presque aucun effort. Il y a 4 ans, un ami a apporté d'étranges rhizomes qui ressemblaient à du vilain gingembre. Il m'a dit de les planter mais n'a pas expliqué ce que c'était, alors je les ai jetés dans le coin le plus éloigné du jardin où rien ne poussait. Le sol y était ordinaire, sans engrais ni soins particuliers. Je l'ai planté et j'ai complètement oublié ces rhizomes pendant 6 mois entiers. J'ai littéralement oublié leur existence. Jamais arrosé, sauf avec de l'eau de pluie, sans ajout de compost, d'engrais ou autre. Les mois passèrent inaperçus, l'automne arriva, et ce n'est qu'à ce moment-là que je me souvins des plantes oubliées. Je suis allé voir ce qui se passait, et j'ai trouvé d'énormes plantes de près de 2 mètres de haut. Les feuilles étaient larges et vertes, comme celles d'un arbuste ornemental. Lorsque je les ai soigneusement déterrées avec une fourche de jardin, il y avait sous terre de grosses racines de la taille d'une patate douce. Je les ai lavées, goûtées, et j'ai été émerveillé. Ils se sont avérés sucrés, juteux et croustillants comme une pomme au miel. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cette plante devrait pousser dans de nombreux autres jardins à travers le monde. Quand j'ai commencé à compter les racines, les chiffres m'ont choqué. Sur 3 plantes oubliées, j'ai récolté près de 15 kilos de racines sucrées. C'est plus que ce que mon principal lit de pommes de terre, que j'ai entretenu tout l'été, a produit. Chaque plante produisait 5 à 7 kg de racines comestibles ainsi que des dizaines de petits rhizomes destinés à la propagation. Cependant, je n'y ai pas consacré une seule heure après l'atterrissage. Pas de butage, de désherbage, de fertilisation ou de lutte antiparasitaire. À titre de comparaison, le rendement moyen de pommes de terre dans le monde est d'environ 2 kg par plante avec des soins intensifs. Des recherches péruviennes de l'Université nationale agraire de La Molina ont documenté des rendements de yacon dépassant 10 kg par plante dans des conditions optimales. De plus, les plantes semblaient saines et fortes, sans aucun signe de maladie ou de dégâts causés par les insectes. Les tiges étaient épaisses, les feuilles vert foncé et le système racinaire puissant. C'est comme si la nature avait créé une culture idéale pour les jardiniers paresseux. La récolte était si abondante que je ne savais que faire de toutes ces douces racines. La première bouchée a changé mon idée de ce que devrait être un légume racine. Au lieu de la pulpe de pommes de terre féculente, j'ai senti une explosion de jus sucré dans ma bouche. Le croquant ressemblait à une poire fraîche et le goût était celui d'un mélange de pommes, de melon et de miel à la fois. La teneur en eau des racines de yacon dépasse 85%, ce qui les rend exceptionnellement juteuses par rapport aux autres tubercules. Cela explique la surprise sensorielle que ressent celui qui les essaie pour la première fois. Les légumes racines ordinaires contiennent beaucoup moins d'humidité. Mes enfants ont commencé à manger ces racines comme des bonbons, à les peler et à les ronger crus directement du jardin. Aucune persuasion n'était nécessaire. La douceur était naturelle, rafraîchissante et pas du tout écœurante, comme les bonbons industriels. Cependant, la découverte la plus étonnante m'attendait plus tard. Cette douceur n'a pas entraîné une forte augmentation de la glycémie. Le secret réside dans des composés spéciaux que la science commence seulement à comprendre pleinement. Chaque fois que j'offrais à mes amis ces racines, leur réaction était la même. Incrédulité, puis surprise, puis demande d'en savoir plus. Cette plante s'appelle yacon, et son nom scientifique Smalanthus sonchifolius semble aussi exotique que ses propriétés. Il appartient à la famille des astéracées, ce qui en fait un parent éloigné du tournesol et de l'artichaut.
Peu de gens connaissent cette relation en regardant ses racines tubéreuses. La FAO a classé le yacon parmi les espèces cultivées négligées, avec l'amarante et le quinoa, avant leur résurgence mondiale. Cela dresse un tableau général de la perte des connaissances agricoles. De nombreuses cultures puissantes ont disparu de l'agriculture moderne sans raison valable. En dehors des régions andines, le yacon reste quasiment inconnu, même parmi les jardiniers expérimentés. En Russie, en Europe et en Amérique du Nord, seuls quelques passionnés la cultivent. La plupart des gens n'ont jamais entendu ce nom ni vu cette plante. Le paradoxe est que le yacon offre exactement ce que recherche le jardinage moderne, des rendements élevés avec un minimum de travail. En même temps, il possède des propriétés nutritionnelles uniques que les légumes racines communs n'ont pas. Cet inconnu devient encore plus étrange lorsque l'on découvre son histoire ancienne en Amérique du Sud. Le yacon pousse dans les hautes terres andines, entre 1000 et 3000 mètres d'altitude, où règne un climat doux, avec des nuits fraîches et des journées ensoleillées. Ce sont ces conditions qui ont façonné ses propriétés uniques au cours de milliers d'années d'évolution. La plante a appris à accumuler des sucres spéciaux qui ne gèlent pas à basse température. Des découvertes archéologiques indiquent l'utilisation du yacon par la civilisation inca vers 1200 après Jésus-Christ. Les archives ethnobotaniques du Pérou et de la Bolivie confirment sa culture bien avant l'arrivée des Européens. Les Indiens quechua l'appelaient yacon, ce qui signifie racine aqueuse. Avant l'époque de Christophe Colomb, le yacon était l'une des principales cultures agricoles des Hautes-Terres, avec la pomme de terre et le quinoa. Les Incas l'appréciaient pour sa capacité à pousser dans des sols pauvres, sans irrigation. Les racines constituaient une source de douceur dans une alimentation où la canne à sucre ne poussait pas à cause de l'altitude. Les chroniqueurs espagnols du XVIe siècle mentionnaient des racines sucrées mangées crues dans leurs récits de conquête. Cependant, le système agricole colonial s'est concentré sur les cultures d'exportation et de nombreuses plantes indigènes ont progressivement disparu de l'usage généralisé. Aujourd'hui, le yacon est cultivé principalement par de petits agriculteurs dans des villages andins reculés, préservant les traditions de leurs ancêtres. La famille Astrov a doté le yacon de traits adaptatifs qui expliquent son incroyable tolérance à la sécheresse et sa production rapide de biomasse. Il partage ses avantages évolutifs avec le tournesol et le topinambour. Ils ont tous développé la capacité de stocker les glucides dans les organes souterrains comme stratégie de survie. La relation avec le topinambour est particulièrement importante pour comprendre le yacon. Les deux plantes produisent des fructo-oligosaccharides au lieu de l'amidon ordinaire. Cette caractéristique biochimique rend leurs racines sucrées, mais peu caloriques au sens traditionnel du terme. Contrairement à ses parents du Nord, le yacon a évolué dans des conditions tropicales de haute altitude. Cela lui a conféré une combinaison unique de propriétés: la résistance au froid du topinambour et la nature thermophile des cultures tropicales. Le résultat est une plante qui s'adapte à un large éventail de climats. Les astéracées sont connus pour leur système racinaire puissant et leur capacité à extraire les nutriments des sols pauvres. Yacon a hérité de ces traits et les a développés à la perfection. Ses racines s'enfoncent profondément dans le sol, trouvant de l'humidité et des minéraux là où d'autres cultures luttent pour survivre. Comprendre cette lignée botanique permet d'expliquer pourquoi le yacon est si facile à cultiver. Yacon produit deux types d'orgues souterrains très différents, et la confusion entre eux conduit à la frustration de la plupart des débutants. Les racines de stockage pendent comme des glaçons épais et sucrés, et les rhizomes sont situés à la base de la tige en grappes compactes et noueuses. Ce système est similaire au manioc et au dahlia, qui partagent également des fonctions de propagation et de stockage. Les racines de stockage contiennent jusqu'à 70% de fructo-oligosaccharides dans la matière sèche et servent de réserve d'énergie pour la plante. Les rhizomes restent coriaces, fibreux et insipides, car leur rôle est de produire de nouvelles pousses au printemps prochain. La nature a clairement divisé ces rôles.
Les programmes de vulgarisation agricole montrent qu'une mauvaise identification des parties comestibles est l'une des principales causes d'abandon des cultures chez les débutants. Une personne goûte le rhizome, grimace d'amertume et décide que la plante n'est pas comestible. Pendant ce temps, le véritable trésor est suspendu à proximité sur de fines racines. Il est facile de les distinguer. Si la racine est épaisse, juteuse et se brise facilement, c'est de la nourriture. S'il est noueux, dense et attaché à la tige, il s'agit de matériel végétal. La première fois que j'ai commis cette erreur, j'ai failli jeter la plante entière. Ce double système rend le yacon pratiquement invulnérable. Même si les racines comestibles sont endommagées, les rhizomes préserveront la plante pour la saison suivante. Le premier morceau de yacon défie toutes les attentes d'un légume racine. Au lieu de la texture farineuse habituelle des pommes de terre, vos dents sont accueillies par une chair croustillante qui regorge de jus sucré. Le goût ressemble à un mélange de pommes Fuji, de poires conférence et d'une légère touche de melon en même temps. Cette douceur est radicalement différente du sucre de table. Les fructo-oligosaccharides créent un goût doux et fruité sans être écœurant. Les molécules FOS sont trop grosses pour que les récepteurs du goût sucré puissent les reconnaître pleinement, de sorte que le goût sucré est ressenti délicatement et naturellement. La texture change en fonction de la durée de conservation après récolte. Les racines fraîchement déterrées sont croquantes comme des carottes, mais après quelques jours, elles deviennent plus molles et plus juteuses. Les processus enzymatiques décomposent partiellement les FOS en sucre simple, améliorant ainsi le goût sucré. La température affecte davantage le goût perçu du yacon que celui des autres légumes racines. Le yacon réfrigéré a un goût aussi rafraîchissant que le concombre, tandis que le yacon chaud a un goût plus sucré et plus aromatique. Beaucoup le comparent à des fruits exotiques qu'ils n'ont jamais essayés. Les enfants mangent le yacon comme des pommes, les épluchent avec un couteau et les rongent entiers, ce qui est impossible à imaginer avec un autre légume racine. Les fructo-oligosaccharides du yacon traversent l'intestin grêle non digéré en tant que passager caché, se dirigeant directement vers le côlon. Là, ils deviennent la nourriture des bifidobactéries et des lactobacilles, des micro-organismes bénéfiques pour nos intestins. Ce processus est complètement différent de la digestion de l'amidon ou du sucre ordinaire. Le Journal of Agricultural and Food Chemistry a publié des études confirmant l'effet prébiotique du yacon et stimulant la croissance de la microflore bénéfique. Les scientifiques ont constaté une multiplication par 10 du nombre de bifidobactéries après une consommation régulière. Cet effet est comparable à celui des suppléments probiotiques coûteux. Le processus de fermentation des FOS dans l'intestin produit des acides gras à chaîne courte qui nourrissent les cellules de la paroi intestinale et améliorent sa fonction barrière. Dans le même temps, la croissance des bactéries pathogènes est supprimée. L'intestin devient un écosystème plus sain. Cependant, cette singularité a un effet secondaire. Les personnes qui ne sont pas habituées à de grandes quantités de FOS peuvent ressentir des ballonnements et des gaz. Les bactéries fermentent activement les aliments inhabituels, produisant des gaz comme sous-produits. C'est pourquoi la première connaissance du yacon doit être prudente, pas plus de 50 grammes à la fois. Une étude réalisée en 2009 dans le Journal of Clinical Nutrition a démontré comment le sirop de yacon améliorait la résistance à l'insuline et réduisait le poids corporel chez les femmes obèses. Les participants ont pris quotidiennement de l'extrait de yacon pendant 4 mois. Les résultats ont dépassé les attentes des chercheurs. Le groupe de femmes ayant reçu du yacon a perdu en moyenne 15 kilos sans changer de régime ni d'exercice. Le groupe témoin placebo n'a montré aucun changement significatif. Les niveaux de glucose à jeun ont diminué de 20%, ce qui est comparable aux effets de certains médicaments contre le diabète. L'Université de San Marcos à Lima a mené une série d'expériences sur des volontaires atteints de prédiabète. Après avoir consommé du yacon pendant 3 mois, les taux d'hémoglobine glyquée des participants se sont améliorés de 30%. Les médecins ont enregistré une stabilisation des fluctuations quotidiennes de la glycémie.
Des chercheurs japonais de l'université d'Hokkaido ont découvert des composés anti-inflammatoires dans les feuilles de yakon. L'extrait a montré une activité contre les marqueurs de l'inflammation chronique comparable à celle du thé vert. La médecine traditionnelle andine utilisait les feuilles pour traiter le diabète bien avant la confirmation scientifique. Ces études ont transformé le yakon d'un légume exotique en un objet d'un sérieux intérêt médical. 200 grammes de yakon contiennent environ 60 calories, tandis que la même quantité de patates douces apporte 172 calories. Cette différence est due au fait que le corps ne peut pas absorber la plupart des glucides contenus dans le yakon. Les fructoligosaccharides transitent en transit sans être convertis en énergie. L'indice glycémique du yakon est proche de 0 en raison de sucre non digestible, tandis que celui de la patate douce varie de 44 à 94 selon le mode de cuisson. Cela rend le yakon idéal pour les personnes contrôlant leur glycémie. Le paradoxe est que le yakon a un goût plus sucré que de nombreux légumes racines riches en calories. Le cerveau reçoit un signal concernant le goût sucré, mais le pancréas ne répond pas en libérant de l'insuline. Cette combinaison est unique parmi les produits naturels. Une pomme de terre de taille moyenne pesant 200 grammes fournit 154 calories et augmente fortement la glycémie. Le yakon du même poids n'est pas pire rassasiant, mais la réponse métabolique reste minime. La différence devient cruciale pour les diabétiques et les personnes atteintes du syndrome métabolique. Cette efficacité calorique fait du yakon un produit presque idéal pour la personne moderne aux prises avec un excès de poids. La FAO a comparé le rendement du yakon avec celui des pommes de terre dans des conditions d'intervention minimale et a trouvé des résultats frappants. Avec une agriculture à faibles intrants, le yakon produisait entre 12 et 18 tonnes par hectare, tandis que les pommes de terre, sans soins intensifs, n'en produisaient que 8 tonnes. La différence est devenue encore plus impressionnante lors du calcul des coûts de main-d'œuvre. Une plante de yakon peut produire jusqu'à 10 kg de racines comestibles par saison, sans pratiquement aucun soin. Mon record personnel était de 12 kg pour un seul buisson, que je n'ai arrosé que 3 fois au cours de l'été. Aucune culture maraîchère traditionnelle n'atteint une telle productivité. Des études sur les systèmes agricoles andins ont montré que le yakon nécessite 5 fois moins de main-d'œuvre par kilogramme de récolte que le maïs ou les légumineuses. La plante pousse pratiquement toute seule après la plantation. Le désherbage, le butage et la pulvérisation contre les ravageurs deviennent inutiles. L'évolutivité est étonnante. Une parcelle de 10 mètres sur 10 peut produire plus de 50 kg de racines sucrées par an. Pour une famille de 4 personnes, cela couvre les besoins en glucides sains pendant plusieurs mois. Dans ce cas, l'investissement initial se limite à l'achat de plusieurs rhizomes. Un tel rapport entre effort et résultat semble presque impossible dans l'agriculture moderne. Le rhizome du yakon ressemble à un morceau de gingembre noueux avec des bourgeons visibles d'où émergeront de nouvelles pousses au printemps. Les manuels agricoles andins indiquent qu'un groupe de rhizomes produit 10 à 20 nouvelles plantes par an. Cela signifie une multiplication exponentielle sans coût supplémentaire. La plantation a lieu après le dernier gel, lorsque le sol se réchauffe jusqu'à 10 degrés Celsius. Un trou de 20 cm de profondeur est creusé. Le rhizome est posé horizontalement avec les bourgeons vers le haut et recouvert de terre meuble. Le processus prend quelques minutes par plante. Une erreur critique pour les débutants est de trop enterrer les rhizomes. Les bourgeons doivent être proches de la surface, sinon les pousses n'auront pas assez d'énergie pour percer l'épaisse couche de sol. La profondeur optimale est de 15 cm du bourgeon à la surface. Les premières pousses vertes apparaissent au bout de 2 à 3 semaines par temps favorable. Au milieu de l'été, une seule pousse se transforme en un puissant buisson d'1,5 mètre de haut. Le système racinaire commence à former des organes de stockage dès juillet, mais l'accumulation principale se produit à l'automne. Étonnamment, les plantes plantées à intervalles d'1 mois produisent presque le même rendement, ce qui indique la plasticité de la culture. Des études sur la répartition de l'azote dans les cultures de tubercules montrent qu'un excès d'azote dirige la biomasse vers le feuillage plutôt que vers les réserves racinaires.
Yacon suit la même physiologie. Les plantes suralimentées en azote produisent des légumes verts luxueux, mais de petites racines insipides. L'équilibre est plus important que l'abondance des nutriments. J'ai obtenu les meilleurs rendements sur des sols de fertilité moyenne avec l'ajout de compost mature uniquement à la plantation. Aucune alimentation supplémentaire n'a été nécessaire pendant la saison. Les plantes elles-mêmes trouvent les minéraux nécessaires grâce au puissant système racinaire de la famille des astéracées. Dans les sols sablonneux pauvres, le yacon présente une rusticité étonnante, surpassant la plupart des cultures maraîchères. Les racines pénètrent jusqu'à une profondeur d'1,5 mètre, extrayant l'humidité et les nutriments des couches inaccessibles aux plantes annuelles. Cette capacité explique son succès dans les conditions andines. Les sols gorgés d'eau deviennent la seule limitation sérieuse pour le yacon. Les rhizomes pourrissent dans des conditions d'eau stagnantes plus rapidement que la plupart des autres cultures. Dans les zones mal drainées, il est nécessaire de créer des billons élevés ou d'ajouter du sable pour améliorer la perméabilité à l'eau. Les engrais chimiques font souvent plus de mal que de bien, perturbant l'équilibre naturel de l'écosystème du sol. Une plante de yacon mature dépasse facilement la taille humaine moyenne, atteignant 2 mètres de hauteur dans des conditions favorables. Les larges feuilles vertes créent un dôme dense d'un diamètre allant jusqu'à 1,5 mètre. Une telle dominante visuelle peut changer radicalement l'apparence d'une parcelle de jardin en une saison. L'espacement des plantes est essentiel pour un rendement racinaire maximal. Lorsqu'elles sont plantées à moins d'1 mètre, les plantes se disputent l'espace et le rendement de chacune est réduit de 30 à 40%. L'espacement optimal est d'1,5 mètre dans chaque direction. La puissante partie aérienne nécessite un espace suffisant pour le système racinaire. Les racines du yacon s'étalent horizontalement sur une distance égale à la hauteur de la plante. Les plantations épaissies entraînent un entrelacement des zones racinaires et une diminution de la productivité de chaque buisson. En tant que haie, le yacon fonctionne à merveille, créant un mur végétal dense aussi haut qu'une personne. Avec cette plantation, les plants sont placés tous les 80 cm. La récolte de racines sera moindre, mais l'effet décoratif sera maximum. Lors de la planification d'un terrain pour le yacon, de nombreuses personnes sous-estiment sa taille finale et se retrouvent avec une jungle au lieu d'un potager soigné. Les conditions des hautes terres andines, avec des précipitations variables, ont donné au yacon une résistance exceptionnelle à la sécheresse. La plante peut supporter des périodes sans arrosage jusqu'à 3 semaines, ce qui est impossible pour la plupart des cultures maraîchères. Le système racinaire profond trouve l'humidité dans les couches inférieures du sol inaccessibles aux cultures de surface. Dans mon jardin, le yacon ne reçoit de l'eau qu'une fois par semaine en été et dépend entièrement de la pluie au printemps et à l'automne. Dans le même temps, la productivité reste constamment élevée. À titre de comparaison, les tomates d'une même zone nécessitent un arrosage tous les 2 jours, sinon elles commencent à se flétrir. Les larges feuilles du yacon servent de parasol naturel, créant de l'ombre pour sa propre zone racinaire. Ce mécanisme réduit l'évaporation de l'humidité du sol et maintient le microclimat autour de la plante. L'évolution a appris au yacon à conserver chaque goutte d'eau. Cependant, pendant les périodes de chaleur extrême supérieure à 35 degrés, la plante commence à perdre ses feuilles inférieures pour conserver l'humidité. C'est un signal indiquant la nécessité d'un arrosage supplémentaire. Un arrosage abondant rétablit la turgescence des feuilles en 24 heures. La consommation d'eau du yacon est 3 fois inférieure à celle des courgettes ou des concombres à biomasse comparable. En 4 ans de culture du yacon, je n'ai pas utilisé un seul pesticide, fongicide ou insecticide. La plante présente une immunité naturelle contre la plupart des ravageurs qui attaquent la famille des Solanacées. Les études de lutte intégrée contre les ravageurs montrent une sensibilité minimale du yacon par rapport aux tomates et aux pommes de terre. Les pucerons apparaissent parfois sur les jeunes pousses en début de saison, mais disparaissent d'eux-mêmes au bout de 2 semaines. Les prédateurs naturels, coccinelles et chrysopes, gèrent de petites populations sans intervention humaine.
La composition chimique des feuilles de yacon est probablement moins attractive pour les insectes phytophages. Les maladies fongiques évitent également le yacon grâce à une bonne ventilation entre les grandes feuilles. L'oïdium, la pourriture grise et le mildiou, qui affectent les cultures voisines, ne trouvent pas de conditions appropriées sur les plants de yacon. Les feuilles cireuses épaisses constituent une barrière supplémentaire contre les agents pathogènes. Les limaces et les escargots ignorent le yacon même en cas d'invasion massive du site. Peut-être que la teneur élevée en fructo-oligosaccharides dans les tissus rend la plante impropre à leur digestion. C'est une qualité rare parmi les cultures vertes luxuriantes. La seule menace vient des taupes, qui peuvent endommager les rhizomes en creusant des tunnels. La sensibilité à la photopériode déclenche la formation de tubercules chez le yacon lorsque les heures de clarté diminuent à l'automne. Jusqu'à ce moment, la plante développe une masse verte et développe un système racinaire. Le passage au stockage s'effectue automatiquement, sans intervention humaine, à la manière d'une horloge biologique interne. Les premiers signes de préparation à la récolte apparaissent en octobre, lorsque les feuilles inférieures commencent à jaunir et à se faner. La plante redirige les nutriments des parties aériennes vers les organes de stockage souterrains. Ce processus dure 4 à 6 semaines selon le climat. Le moment optimal pour la collecte se situe après les premières gelées légères qui arrêtent complètement la photosynthèse. Dans la zone médiane, cela se produit fin octobre ou début novembre. Une récolte trop précoce produit des racines moins sucrées et peu profondes car l'accumulation se poursuit jusqu'au dernier moment. Une partie aérienne complètement jaunie et séchée signale la fin de la saison de croissance. À ce stade, les racines atteignent leur taille maximale et leur composition chimique optimale. Un retard supplémentaire dans la récolte peut entraîner l'apparition d'une pourriture du sol. Le bon moment de récolte peut augmenter le rendement de 20 à 30% par rapport à une récolte prématurée. Une fourche de jardin fonctionne mieux qu'une pelle pour enlever le yacon car la lame tranchante coupe facilement les racines fragiles en deux. Les statistiques sur les dommages mécaniques montrent que les racines coupées perdent leur durée de conservation 2 fois plus vite que les racines entières. Chaque égratignure devient une porte d'entrée pour les bactéries putréfactives. Dans un premier temps, j'ai coupé les tiges au niveau du sol en laissant des souches d'une dizaine de centimètres de hauteur pour faciliter l'élimination des rhizomes. Ensuite, je déterre soigneusement la plante en cercle en reculant d'un demi-mètre du centre. Les racines du yacon se propagent largement et peuvent être situées loin de la base de la tige. Lorsque la motte de terre avec ses racines est retirée, la délicate opération de séparation commence. Les rhizomes restent attachés à la base de la tige en une masse dense et les racines comestibles pendent sur de fines racines. Avec un couteau bien aiguisé, j'ai coupé les racines qui les relient en essayant de ne pas endommager les tubercules eux-mêmes. La première récolte est toujours choquante par le nombre de racines. D'une plante pendent 10 à 20 grosses racines, chacune de la taille d'une patate douce. Le poids total atteint 8 à 10 kg par buisson dans des conditions favorables. Vous devez travailler avec soin, car les racines fraîches sont plus molles que les carottes bouillies et se cassent à cause de mouvements imprudents. Des processus enzymatiques convertissent une partie des fructo-oligosaccharides en sucre simple quelques jours après la récolte. Les racines fraîchement déterrées contiennent jusqu'à 70% de FOS, mais après une semaine de stockage, le rapport évolue en faveur du fructose et du glucose. Le goût devient sensiblement plus sucré et plus riche. Les conditions de séchage optimales sont une température de 18 à 20 degrés et une bonne ventilation sans soleil direct. J'étale les racines en une seule couche sur des grilles en bois dans la grange. Au bout de 2 à 3 jours, la texture devient plus tendre et la douceur augmente de 30 à 40% selon l'évaluation organoleptique. Le processus rappelle le mûrissement des poires ou des kakis après la cueillette. Les enzymes de la plante continuent de fonctionner, décomposant les glucides complexes en composés plus simples et plus savoureux. Ce processus naturel ne peut être accéléré par le chauffage sans perte de qualité. La transition des carottes croquantes aux poires juteuses se fait progressivement.
Le troisième jour, les racines acquièrent la consistance optimale, molle, mais pas lâche. Un séchage plus poussé peut entraîner une détérioration, en particulier en cas d'humidité élevée. Ce processus explique pourquoi le yacon fraîchement sorti de terre semble moins impressionnant qu'après quelques jours de stockage. La première année, j'ai lavé toute la récolte immédiatement après la récolte et j'ai soigneusement placé les racines propres dans des caisses en bois. Au bout de 2 semaines, la moitié de la récolte était couverte de taches molles et pourries. L'humidité à la surface des racines a créé des conditions idéales pour le développement de moisissures qui ont rapidement pénétré profondément dans les tissus. Les seuils d'humidité optimaux pour conserver le yacon vont de 4 à 10 degrés Celsius avec une humidité modérée. Un air trop sec assèche les racines et les ramène à l'état de bûche de bois. Un air trop humide provoque la pourriture. Le juste milieu se situe entre 60 et 70% d'humidité. Les racines avec de la terre restante sont conservées 3 fois plus longtemps que les racines propres. La croûte du sol protège la peau du dessèchement et crée une barrière contre les micro-organismes pathogènes. Désormais, je ne lave les racines qu'immédiatement avant utilisation, laissant la majeure partie de la récolte dans son emballage naturel. Les fluctuations de température détruisent la structure cellulaire du yacon plus rapidement qu'une chaleur constante. Le stockage dans un sous-sol à température stable donne de meilleurs résultats que dans un balcon isolé avec changement. Chaque cycle de gel-dégel transforme certaines racines en bouillie. Un stockage adéquat vous permet de conserver la récolte jusqu'en mars de l'année prochaine sans pertes importantes. Les rhizomes de yacon nécessitent une stratégie de stockage complètement différente de celle des racines comestibles. Un substrat de sciure de bois humide ou de tourbe maintient la viabilité des bourgeons jusqu'au printemps prochain. Les niveaux de survie dans la sciure et la tourbe montrent les taux de survie les plus élevés dans les essais contrôlés, jusqu'à 95% contre 60% dans le sable. La température de stockage des rhizomes est critique. En dessous de 0 degré, ils meurent à cause du gel. Au-dessus de 12, ils commencent à germer prématurément. La plage optimale est de 2 à 8 degrés. Dans un appartement en ville, l'étagère inférieure du réfrigérateur dans un sac perforé convient. Une plante mère produit 10 à 20 rhizomes filles par saison. Les mathématiques de la propagation sont impressionnantes. En commençant par 3 rhizomes, en 1 an vous en obtenez 30, en 2 ans, 300. La croissance exponentielle n'est limitée que par la superficie du terrain et les besoins de la famille. Vérifier la viabilité des rhizomes au printemps est simple. Les bourgeons sains sont durs, blancs ou crème, sans signe de moisissure. Les rhizomes ratatinés, mous ou noircis sont jetés. Un spécimen pourri peut infecter l'ensemble du lot s'il est stocké ensemble. Les rhizomes excédentaires deviennent un matériau précieux à partager avec d'autres jardiniers au printemps. Une parcelle de 10 mètres sur 10 peut produire plus de 50 kg de racines sucrées par an si elle est correctement aménagée. En plaçant les plantes à 1,5 mètre de distance, 25 buissons peuvent être placés dans une telle zone. Un rendement moyen de 2 kg par plante donne un total de 50 kg avec des coûts de main-d'œuvre minimes. Pour une famille de 4 personnes, cette quantité est suffisante pour consommer du yacon régulièrement pendant 6 mois. En calculant 100 grammes par personne 2 fois par semaine, le besoin annuel est d'environ 40 kg. Un petit terrain couvre entièrement les besoins de la famille pour ce produit unique. La mise à l'échelle est incroyablement rentable. L'investissement initial dans les rhizomes est rentable dès la première saison par rapport à l'achat de fruits exotiques de valeur nutritionnelle similaire. Les années suivantes génèrent un bénéfice net grâce à la reproduction gratuite. Les calculs commerciaux montrent un potentiel de revenus pouvant atteindre 1 000 $ par centaine de mètres carrés s'il existe un marché. Cependant, les restrictions de transport et de stockage font du yacon une culture principalement destinée à la consommation locale. Les marchés de producteurs et les restaurants deviennent les principaux canaux de distribution. La productivité de yacon par unité de surface dépasse celle de la plupart des plantes racines traditionnelles dans des conditions de croissance comparables.
Le yacon cru est coupé en lanières et immergé dans de l'eau avec une goutte de citron pour éviter qu'il ne brunisse, tout comme les pommes. L'oxydation se produit plus rapidement que les pommes de terre, mais plus lentement que les avocats. Cette coupe est idéale pour les salades où elle est combinée avec des légumes feuilles, des noix et des fromages à pâte molle. La technologie andine traditionnelle de production de sirop est appelée chancasa et implique une ébullition à long terme du jus jusqu'à obtenir la consistance du miel. Dans les villages du Pérou et de Bolivie, ce processus prend une journée entière sur un feu ouvert. Les jardiniers modernes utilisent des multicuiseurs pour produire un édulcorant concentré à la maison. La poêle transforme le yacon croustillant en morceaux caramélisés au goût de noisette. La teneur élevée en sucre naturel contribue à la formation d'une croûte dorée à une température de 180 degrés. L'ajout de romarin ou de thym crée des combinaisons de saveurs intéressantes. Les smoothies yacon sont rafraîchissants et naturellement sucrés sans miel ni sucre ajouté. Le mélange avec des pommes et des carottes donne une boisson équilibrée avec une texture agréable. Les enfants boivent plus facilement ces smoothies que les jus du commerce contenant des additifs artificiels. La cuisson détruit les propriétés prébiotiques, mais conserve la saveur agréable et la texture douce. Les seuils de tolérance pour les fructo-oligosaccharides sont généralement de 10 à 15 grammes avant que des effets gastro-intestinaux n'apparaissent chez les individus non habitués. 200 grammes de yacon frais contiennent environ 12 grammes de FOS, ce qui est proche du niveau de confort pour les débutants. Le dépassement de cette dose provoque des ballonnements, des gaz et des malaises abdominaux. Le processus d'adaptation de la microflore intestinale prend de 1 à 3 semaines de consommation régulière de petites portions. Les bactéries bénéfiques augmentent progressivement en nombre et en efficacité dans le traitement des FOS. Une fois adaptées, la plupart des gens tolèrent jusqu'à 30 grammes de fructo-oligosaccharides sans symptômes désagréables. Les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable ou d'autres troubles digestifs fonctionnels doivent faire particulièrement attention. Leur seuil de tolérance peut être nettement inférieur à la moyenne. Il est recommandé de commencer par des portions de 20 à 30 grammes de yacon tous les 2 jours. Le traitement thermique détruit partiellement les FOS et les convertit en sucres ordinaires, ce qui réduit l'effet prébiotique mais augmente la tolérance. Le yacon bouilli ou frit provoque moins de problèmes digestifs chez les personnes sensibles. La première expérience avec le yacon doit être modérée malgré la tentation de manger davantage en raison de son goût agréable. Les chaînes d'approvisionnement mondiales favorisent les cultures ayant une longue durée de conservation et une résistance mécanique, ce qui désavantage le yacon. Les données économiques montrent que les pertes lors du transport de plantes racines fragiles augmentent les coûts de production de 40 à 60%. Les grands détaillants évitent les produits présentant un pourcentage élevé de détérioration. L'absence de demande des consommateurs crée un cercle vicieux. Les acheteurs ne connaissent pas le yacon, donc ils ne le recherchent pas, et les magasins ne commandent pas un produit inconnu. Même dans les grandes villes, on ne trouve le yacon que dans les magasins spécialisés de produits naturels, au prix de 500 à 800 roubles le kilogramme. Les exigences de la chaîne du froid pour maintenir la qualité du yacon augmentent les coûts logistiques par rapport aux pommes de terre ou aux carottes. La violation du régime de température à n'importe quelle étape, de la ferme à l'assiette, entraîne une détérioration rapide. La plupart des distributeurs ne sont pas disposés à investir dans une infrastructure dédiée à un produit de niche. La normalisation et la certification du yacon en tant que produit alimentaire font défaut dans la plupart des pays. Les barrières réglementaires rendent difficile l'accès au marché de masse, même avec une capacité de production. Les procédures bureaucratiques peuvent prendre des années. Ces limitations systémiques font du yacon une culture principalement destinée à la culture personnelle. Le taux de détérioration du yacon, lorsque la chaîne du froid est rompue, atteint 30% par jour à température ambiante. À titre de comparaison, les pommes de terre perdent leur aspect commercialisable en 1 semaine dans les mêmes conditions. Chaque heure à des températures supérieures à 15 degrés
réduit la durée de conservation de plusieurs jours. La résistance mécanique du yacon est 5 fois inférieure à celle des pommes de terre ou des betteraves. Les secousses pendant le transport laissent des taches sombres dues à des dommages internes, qui se transforment rapidement en zones de pourriture. Un emballage spécial avec absorption des chocs augmente le coût de livraison de 2 à 3 fois. Les installations de stockage de légumes standard avec contrôle automatique de la température et de l'humidité fonctionnent mieux pour le yacon que les caves primitives. Cependant, les investissements dans de tels équipements ne sont rentables que pour de gros volumes de production. Les petits agriculteurs ne peuvent pas se permettre des systèmes de stockage professionnels. Le commerce international du yacon est pratiquement inexistant en raison de l'impossibilité de transport maritime à long terme. Le fret aérien rend le produit non compétitif en termes de prix. Seul le yacon fraîchement congelé peut parcourir de longues distances sans perte critique de qualité. Ces restrictions physiques font du yacon une culture exclusivement locale avec un rayon de distribution ne dépassant pas une centaine de kilomètres. Les calculs du coût par calorie montrent des coûts pratiquement nuls pour le yacon après la plantation initiale des rhizomes. Avec une récolte de 50 kg sur une parcelle de 10 mètres sur 10, le coût par kilogramme ne dépasse pas 20 roubles, compte tenu de la dépréciation des outils. Les analogues achetés en magasin sont 10 à 15 fois plus chers en termes de valeur nutritionnelle. La culture domestique résout tous les problèmes de transport et de stockage en une seule fois. Les racines sont déterrées selon les besoins et consommées dans un état de fraîcheur optimal. Aucune perte de transport, chaîne du froid ou emballage spécial n'est requis. Le contrôle qualité dans votre propre jardin garantit l'absence de pesticides, conservateurs chimiques et autres additifs. Le yacon est cultivé sans une seule pulvérisation, ce qui est particulièrement important pour les familles avec enfants ou les personnes allergiques. L'origine biologique est confirmée par la participation personnelle au processus. La valeur éducative de la culture du yacon pour les enfants est inestimable. Ils observent le cycle complet depuis la plantation des rhizomes jusqu'à la récolte, et comprennent le lien entre le travail et la nourriture. La capacité de déterrer une racine sucrée directement du sol est plus impressionnante que n'importe quelle friandise achetée en magasin. L'indépendance par rapport au prix et à la disponibilité du marché fait du yacon une culture d'importance stratégique pour la sécurité alimentaire des familles. Yacon mérite bien plus de reconnaissance que ce qu'il reçoit dans le monde moderne. Cela n'a aucun sens qu'une plante si facile à cultiver, si productive et si utile reste pratiquement inconnue de millions de jardiniers. C'est une injustice envers une culture merveilleuse et une opportunité manquée pour le peuple. Le mouvement visant à restaurer les cultures perdues prend de l'ampleur partout dans le monde et le yacon s'inscrit parfaitement dans cette tendance. Tout comme le quinoa et l'amarante sont revenus de l'oubli sur les étagères des magasins, le yacon peut retrouver une seconde vie dans les jardins et sur les tables. Chaque buisson cultivé est un petit acte de restauration de la biodiversité. Si vous avez un coin libre dans le jardin et que vous souhaitez essayer quelque chose de nouveau, donnez une chance à yacon. Plantez 4 ou 5 rhizomes. Laissez-les pousser seuls et attendez la récolte d'automne. Il est fort probable que le résultat vous surprendra agréablement par la quantité, la qualité et le goût. Laissez toujours plus de rhizomes à stocker que ce qui semble nécessaire. Les plants supplémentaires peuvent être donnés à des amis et à des voisins, aidant ainsi cette merveilleuse plante à se propager lentement mais sûrement. Yacon mérite d'être connu et cultivé par beaucoup plus de personnes. Rejoignez-nous dans les prochains épisodes où nous découvrirons des plantes encore plus utiles, insolites et injustement oubliées pour votre jardin.